boîte à outils IA pour la production audiovisuelle. C'est bien ça. Bon, je vais peut-être un petit historique de qui je suis. Avant de faire de l'IA, enfin, non, pas avant, parce que j'ai commencé à faire de l'IA en 2004. J'ai fait un DEA où j'essayais d'apprendre le français aux ordinateurs avec des algorithmes fourmis. Ça ne marchait pas, j'ai truqué les résultats pour avoir mon DEA. Du coup, plutôt que de faire une thèse, j'ai créé une première boîte de jeux vidéo en 2004. On faisait des jeux par navigateur en freemium, donc bien avant Candy Crush, etc. On a utilisé Tilt d'ailleurs comme moyen de financement à un moment donné. Après, on a fait des jeux sur mobile. On avait une équipe d'environ 70 personnes et on a touché, avec une trentaine de jeux, on a dû toucher 35 millions de joueurs. Et on a revendu ça en 2014. En 2014, avec ma femme, on s'est dit, on relance une boîte. Donc on a relancé une boîte. Cette fois-ci, on était une boîte où on était 2 en interne. Au bout de 2 ans, on a recruté notre ancien directeur artistique. Donc on était 3 en interne, avec 7-8 freelances. Et on a fait un petit jeu qui s'appelait Easy to Love. C'était un jeu d'histoire d'amour interactif sur téléphone portable. Et on a touché 65 millions de joueuses à travers le monde. On était numéro 3 sur le marché. On a été racheté par Ubisoft en 2018, qu'on a accompagné pendant grosso modo 2 ans. Depuis qu'on a repris notre liberté, je suis retombé dans l'intelligence artificielle et j'ai fait de l'art par IA. Donc avant Stable Diffusion, avant Midjourney, avec quelque chose qui s'appelait Disco Diffusion. Et c'était environ 25 minutes de rendu pour avoir une image. Et il fallait faire je faisais environ 1000 images par jour. J'avais beaucoup de GPU. Pour en garder 2 ou 3. De là, pourquoi je parle de Disco Diffusion, c'est important, parce que Disco Diffusion, c'est là où il y avait quelqu'un qui s'appelait Eman Mostak, qui est parti avec à peu près la moitié du Discord et qui a fondé une entreprise qui s'appelle Stability, et qui crée maintenant, donc qui crée Stable Diffusion, Stable LM, Stable Audio, etc. Et surtout, c'est la seule société qui crée des modèles de Gen AI open source. Enfin, c'est la première, c'est pas la seule, mais c'est la plus importante à ce niveau-là. Moi, j'ai beaucoup suivi tout ça, et j'ai créé, donc Stable Diffusion, il y a eu une première série qui s'appelait 1.5, une deuxième série qui s'appelait 2.1. Quand il y a eu 2.1 sorti, j'ai fine-tuné un modèle, et j'ai créé le premier modèle qui permettait de faire des images grandes, sans duplication de caractères. Parce que souvent, quand je génère des images en IA, quand on fait une image qui veut être trop large ou trop haute, on a souvent, par exemple, si on demande un portrait de femme, on va avoir 3 fois la femme au lieu d'avoir un joli panoramique. Et c'était un joli challenge. Et pour contrôler les images, je rentre plus en détail derrière, il y a ce qu'on appelle des contrôles nets qui permet de contrôler la génération des images. Et j'ai fait donc le training open source de ces différents contrôles nets. Voilà. Maintenant, le sujet du jour, donc l'IA au service du créatif ou la création augmentée. Pour réaliser un court-métrage, donc Milo et Ziggy, c'est notre dernier court-métrage. Donc, ma femme, qui est autrice, écrit l'histoire en général. On s'aide de ChatGPT, comme si on bloque le principe de la page blanche, des fois, pour avoir l'étincelle, pour avoir d'autres idées, pour avoir des critiques sur notre scénario, mais on tient à avoir un scénario humain. Parce qu'on sait les messages qu'on va passer. Pour les images, on utilise principalement Stable Diffusion XL, qui est la dernière version, on attend la prochaine bientôt. Et des technologies qui sont principalement IP adapteurs et ControlNet. Pour l'animation, malheureusement, il n'y a pas de solution open source efficace actuellement. Donc on utilise des solutions propriétaires qui s'appellent Pika et Runway. Pour la voix, on utilise Koki. Je rentre en détail après sur tout ça. La musique, Suno, et voilà. Alors, nos épisodes, ça dure environ 3 minutes, et ça demande environ entre 200 et 400 heures de travail humain pour réaliser quelque chose. Donc, c'est pas un clic pour sortir un clip, pour l'instant. Et tout à l'heure, on parlait de Sora. Alors, Sora, oui, c'est sorti. L'annonce est sortie, le modèle n'est pas sorti, et je ne suis pas sûr qu'il sorte. Du moins pas avant les élections américaines. Donc voilà, on utilise l'IA comme brainstorm. Donc voilà, on utilise des petits lamas pour avoir des idées thématiques, pour challenger nos thématiques, pour challenger nos textes, pour challenger nos histoires.
On utilise ChatGPT, bien sûr. On utilise Mistral. C'est open source. C'est français, c'est bien. Pour la génération d'images, les trois principaux, c'est DALL-E 3. Le problème de DALL-E 3, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur la sortie des images. On ne peut pas avoir de consistance, et quand on fait un film, on a besoin de consistance. Il y a Midjourney, Stable Diffusion. Et on utilise un outil nodal qui s'appelle ConfiUI, qui est, quand on le voit pour la première fois, il fait peur. Au bout d'un moment, bon, on s'habitue. Quand on crée un film, ce qui est important, c'est la consistance des personnages, mais la consistance du style. Donc, pour obtenir un style, il y a plusieurs façons. Soit on le prompt, donc avec du texte, soit on va utiliser un IP adapteur. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée à base de prompt des séries d'images, autant qu'il en faut, ça peut prendre beaucoup de temps. Sur ces images-là, on en choisit, on fait un travail de curation, on en choisit une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, ça dépend ce qu'on a dans nos choix. Et avec ces images choisies, on va appliquer ce qu'on appelle un IP adapteur qui va en fait analyser les images, regarder ce qui se ressemble et en tirer un style, ce qui permet d'avoir un style consistant derrière, sans avoir à re-entraîner un modèle, parce que ça, c'est fait directement d'un point de vue inférence. Donc ça veut dire que si le style sorti ne nous correspond pas tout à fait, on ajuste un petit peu notre dataset pour arriver à ce qu'on veut. Ensuite, on fait un travail de retouche manuelle sur les images pour éviter les biais. Quand on fait un style un peu animation 3D, il y a un biais qui revient énormément dans les modèles, c'est le côté blush un peu du personnage. Donc on l'enlève à Photoshop pour éviter de teinter le modèle et d'avoir tous nos personnages qui sont toujours en train de rougir. Ça peut être bien, mais pas tout le temps. Donc IP adapteur, le principe d'IP adapteur, c'est de prendre des images, de les encoder. À côté de ça, on prend un prompt qu'on encode, on mélange les deux et on sort notre image. En fait, ce schéma-là, moi je ne le rate jamais. Je prends les trucs, ça marche, c'est bien. Voilà, ça permet d'avoir le personnage qui est à peu près consistant, avec différents angles de vue, avec la même tenue, avec différents angles de vue, etc. Je parle de consistance, mais la consistance parfaite n'existe pas. Pour moi, elle ne peut pas exister avec l'architecture actuelle. Peut-être plus tard avec des modèles plus puissants ou des architectures différentes, mais il y a un processus quand même assez aléatoire lors de la génération, même si c'est guidé, qui ne permet pas d'avoir une consistance parfaite. Je ne sais pas si ça marche si je fais ça. On fait des turns 3D à partir d'images 2D, ce qui nous permet d'avoir des angles de vue différents. C'est très moche, ce qu'on arrive à générer avec le modèle 3D actuel, mais ça permet d'avoir une image qu'on va utiliser en contrôle net pour sortir quelque chose qui correspond à ce qu'on veut derrière, et donc avoir des turns bien faits. Donc, ensuite, il y a le style consistant, mais il y a le visage consistant aussi. Donc une fois qu'on a généré nos personnages, notre style, on génère nos personnages, bon là il fait partie du style aussi, et on applique les deux, plus un prompt, pour arriver à la mise en scène dont on a besoin. Je vais peut-être passer vite, parce qu'il y a quand même beaucoup de prompts. Donc là c'est pareil, des fois on a besoin d'avoir avec les contrôles nets, on peut faire des croquis pour obtenir l'image qu'on a en tête, parce que les prompts ne suffisent pas. Arriver à faire cette image-là qu'en prompt, j'ai beau essayer, ça ne marche pas. Donc on retouche, des fois on fait des petits montages sous Photoshop, on prend le décor, on prend le personnage, on détourne, on fait un montage, très montage Photoshop des années 90, mais après on le passe en image to image dans Stable Diffusion pour réadapter les lumières et que ce soit plus cohérent, mieux incrusté. Donc voilà, les workflows ConfiUI, c'est très moche, ça fait très peur, il y a des nœuds de partout, mais ça c'est le workflow qu'on utilise maintenant. Au début, il y avait juste 2-3 petits nœuds, mais qu'on améliore, qu'on rajoute.
Je veux dire, le gros cadre là, c'est pour la gestion du visage, le petit rectangle là, c'est pour la gestion du style, et après c'est du prompt, tout ça c'est pour upscaler. Voilà, donc on rajoute nos outils au fur et à mesure, c'est l'avantage du nodal. Donc une fois qu'on a notre image, on doit l'animer. Pour l'instant, les outils, donc Pika, Runway ou Stable Video Diffusion, ça permet de générer à partir d'une image, de générer entre 2 et 4 secondes de clips. Donc c'est vrai que pour l'instant, les courts-métrages qui existent, c'est des clips de 2 à 4 secondes qui sont ajoutés les uns après les autres. On ne peut pas faire mieux actuellement. Mais tout ce que j'explique aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, ça ne sera plus vrai dans demain, 6 mois. Runway a sorti un outil qui permet de choisir les zones de l'image qu'on veut animer. C'est-à-dire que là, on peut choisir de dire le visage va se tourner un peu, le visage du robot va monter un petit peu, celui de l'enfant va descendre pour parler à l'oreille. Voilà, on arrive à faire des choses comme ça maintenant. J'ai mis même l'exemple derrière. Pika, c'est le même principe. Donc on upload une image, on rajoute un petit prompt et ça nous génère des vidéos. Il faut voir que pour garder une vidéo, en général, on en génère entre 10 et 30 pour garder un clip. Donc ça prend du temps. Voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, les styles de vidéo qu'on sort, c'est vraiment il y a un côté slow motion, c'est de l'image animée plutôt que du film. Pour générer des voix, il y a 2 solutions principales qu'on utilise, Koki et Eleven Labs. Donc Eleven Labs, startup très bien financée qui a fait un super tour il n'y a pas longtemps. Et Koki, c'était une boîte, je dis c'était parce qu'ils ont plié, mais qui sortait leur modèle open source et qui était pourtant le meilleur modèle qui existait sur le marché. Je passe un peu vite, sinon je vais être à la bourre. Pour la synchronisation des voix, on utilise StatTalker, parce que c'est bien d'avoir les voix, c'est bien d'avoir les vidéos, mais c'est bien d'avoir les lèvres qui bougent en même temps que les paroles des personnages. Donc on a testé beaucoup d'outils, et le meilleur actuellement c'est celui-là, c'est StatTalker. Voilà, donc là c'est la vidéo qu'on obtient avant, et ensuite voilà, on arrive à voir les lèvres qui bougent en fonction de ce qu'il raconte. Donc on peut générer de la musique principalement avec Suno. La dernière version de Suno est très bluffante, elle marche en français, elle marche en anglais, mais elle marche aussi en français. Si vous voulez jouer, c'est super fait. Ça en passe. Et là, là on va pas faire longtemps, mais Pika vient de sortir un outil qui permet, à partir d'une vidéo ou même d'une image, de rajouter les bruitages correspondants. Donc c'est comme toujours en IA, il faut faire pas mal de rerun pour obtenir quelque chose qui correspond à la vision artistique, mais on arrive à avoir des choses sympas. Pas le micro, ça sert à rien. Voilà, et nous on fait des courts-métrages, on apprend beaucoup, on partage tout ça gratuitement sur YouTube, sur Twitter. Notre but c'est vraiment de partager nos workflows, notre savoir-faire pour que tout le monde puisse acquérir ce savoir-faire, ne se rendre compte que ce n'est pas si sorcier que ça, que c'est accessible, c'est ce qu'on veut, on veut rendre les choses de manière la plus accessible. J'ai parlé beaucoup d'open source, c'était un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est très dangereux que des modèles très puissants comme ChatGPT appartiennent à une société privée étrangère. Parce qu'on va le voir avec les élections américaines, mais on va le voir après en Europe. Les fermatrolls, ça existait déjà. Là, ça va être encore plus important. Mais c'est pas ce qui est le plus dangereux, c'est pas forcément les fermatrolls. C'est tout le monde va utiliser des LLM, ou tout le monde va utiliser des LLM. Les moteurs de recherche comme Google, c'est fini. Wikipédia, c'est fini. C'est quand même beaucoup plus facile de chercher directement la réponse via un LLM que sur Wiki ou que sur Google. Et si les datasets et les LLM sont privés et de sociétés étrangères, qui nous dit qu'ils vont respecter la réalité, qui nous dit que ça ne va pas être teinté suivant leur vision des choses?
Ça va être, il va y avoir de la censure. Tout à l'heure, je parle de Midjourney, mais c'est vrai sur d'autres choses. Midjourney permet de caricaturer tous les présidents, sauf le dictateur chinois. Pourquoi? Parce qu'il essaye de percer sur le marché chinois. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut cautionner ou pas? Je pense que c'est pas une bonne idée. Donc c'est pour ça qu'avec l'open source, on replace l'intelligence humaine et l'intelligence collective au-dessus de l'intelligence artificielle. Je peux montrer le début de mon court-métrage, de notre dernier court-métrage. Bon, sans le son, c'est moins sympa. Oh, tu as vu ces fleurs? Regarde comme elles brillent. Oh, mais qui es-tu, toi? Le jardinier des constellations, bien sûr. Je cultive des fleurs uniques pour illuminer le firmament. Mais je vais devoir arrêter. Oh, pourquoi? J'ai perdu le dernier souvenir de la plus belle des fleurs. Ma douce éclairelle. Milo et Ziggy s'approchent d'une planète tout à fait singulière. Voilà. Et ouais, le futur, c'est sûrement Sora, ou du moins des modèles vidéo du niveau de Sora. Parce que comme je le disais tout à l'heure, Sora, je ne suis pas convaincu que ça sorte. Quand ça sortira, ça sera censuré, comme DALL-E 3 est censuré, comme ChatGPT est censuré sur certains points. Et le souci, s'ils font le même modèle que sur DALL-E 3, le problème c'est qu'on a un gros problème de consistance. C'est difficile, ça va être très facile de générer des vidéos de 60 secondes très jolies, mais est-ce que ça va être facile de garder les mêmes personnages, d'avoir la consistance, etc. Je ne suis pas sûr. Par contre, la technologie, on voit que c'est faisable. Des sociétés ont dit qu'ils étaient sur le sujet aussi et qu'ils vont y arriver. A priori, ça serait juste un manque de GPU qui empêche d'avoir, et le coût lié, qui empêche d'avoir des modèles comme ça actuellement sur lesquels on peut jouer. Ensuite, sur les vidéos d'OpenAI, de Sora, on a vu des jeux vidéo, mais on ne connaît pas le degré de curation qu'il y a eu derrière. Est-ce qu'ils en ont généré une? Ils l'ont montré. Est-ce qu'il y en a généré 2000 pour en garder une? Et voilà. Principalement le problème. Voilà. Merci pour votre écoute.